Merci d'abord à Transact d'être partenaire de cet événement. Normalement, ça fonctionne. Transact, c'est le centre retail média, le centre d'expertise retail média d'Omnicom Media Group. Vous êtes lancé en France il y a assez peu de temps. Vous êtes présent au niveau mondial, évidemment, comme Omnicom. Et puis, SC Johnson. Alors, SC Johnson, c'est une marque connue, une marque familiale, mondiale. Vous avez des marques comme Canard, Glade, Bégon. C'est ça pour citer que les plus connus, on va dire. Donc vous êtes un industriel où effectivement le retail média c'est un levier extrêmement important. Quel est ton rôle, toi Maryse, finalement, dans cette relation enseigne avec le retail média, on va dire, en tant que marque SC Johnson? Alors, déjà juste pour revenir sur le retail média, c'est pas le buzzword du moment. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps parce que en fait, le retail média, c'est la communication de la marque auprès des consommateurs sur le lieu de vente. Et en fait, ça date pas d'hier. Ça s'est transformé petit à petit et aujourd'hui, effectivement, on parle de e-retail média avec l'avènement du e-commerce, que ce soit les pure players ou le drive. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est... en fait, je m'occupe de tout ce qui est stratégie de commercialisation et RSE. Concrètement, ça veut dire que en fait, je pilote à la fois le category management qui va gérer l'assortiment, la bonne disponibilité des produits au bon endroit, le RGM, et puis après, du coup, toute la partie coordination de la stratégie média qu'elle s'applique à toute cette stratégie de commercialisation, du coup, déclinée sur le média, sur le e-com. J'ai aussi une casquette RSE. On en parlera aussi, notamment okay. Les engagements sociétaux. Juste, on le disait en préparant, en fait, finalement, quand on y pense, le retail média, ça existe depuis l'origine du commerce, en fait. C'est-à-dire prendre la parole dans un parcours du consommateur directement sur le point de vente, alors maintenant sur le digital. Mais finalement, le retail média, bon, c'est un buzzword, mais ça existe depuis l'invention quasi de la pub et du commerce, en fait. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Transact, on va en parler 2 secondes et ensuite on va développer ensemble votre collaboration entre SC Johnson et Omnicom Media Group et particulièrement Transact. D'abord, parler de cette entité dédiée que vous avez lancée en France. À quel moment vous vous êtes dit il fallait une marque dédiée au retail média dans lequel on va se spécialiser typiquement dans ce segment pour des clients qui par ailleurs vous ont confié le budget média sur l'ensemble de vos agences d'Omnicom? Tout à fait. Comme le disait Maryse, le retail média, c'est pas nouveau chez Omnicom Media Group dans la relation qu'on a avec les annonceurs, puisqu'on accompagne nos annonceurs sur l'ensemble des points de contact du shopper avec le média, que ce soit des grands médias, que ce soit effectivement le point de vente physique en carrelage ou le e-commerce. Donc ça fait effectivement quelques années qu'on développe des stratégies et qu'on intègre le retail média comme un touchpoint média au sein de nos approches et dans les plans qu'on déploie pour nos clients, encore une fois. Et tu le disais en introduction, aujourd'hui, le retail média, c'est un milieu qui est extrêmement dynamique, beaucoup de complexité, le marché se structure, de nouveaux acteurs, et on le salue, de nouveaux formats, beaucoup de jargon. Et donc là, plus que les années passées, on a vraiment ressenti le besoin, côté annonceur, d'avoir des interlocuteurs dédiés, d'avoir une verticalisation de la compétence, une compétence qui est vraiment identifiée et qui leur permet d'accélérer eux aussi, puisque toutes ces opportunités pour les enseignes et pour les partenaires, c'est aussi du budget qui doit être géré par les marques, et donc c'est là qu'on intervient pour les aider au mieux, et ce tout au long du parcours du consommateur. Donc effectivement, on va avoir une stratégie intégrée, donc plutôt une approche shopper-centrique plutôt que pure retail média et e-commerce. Oui, parce que en fait, et du sens ensemble. On parle des retail médias au final, parce que finalement le retail média, il y a le retail média. Certains parlent du commerce média également, mais c'est finalement le parcours shopper, c'est-à-dire aller tout à fait. Et du coup, de sa recherche jusqu'au moment où il va faire l'acte d'achat, c'est ça? Tout à fait. Et c'est là notre rôle en fait de vraiment analyser l'ensemble de ces points de contact, et notamment retail média, et de s'interfacer avec l'ensemble des acteurs présents au long de la chaîne. Donc bien sûr nos annonceurs, bien sûr les enseignes, les partenaires, on en a quelques-uns autour de la table aujourd'hui, pour s'assurer que tous ces maillons communiquent bien ensemble et qu'au final, le parcours du consommateur en termes de médias est cohérent d'un point à l'autre, que ce soit une pub télé, qui devient elle aussi retail média aujourd'hui, jusqu'à un Kakemono en magasin, ou un Butterfly, ou un Totem, ou
sur le site de Drive. C'est le terme From Media to Cart, en fait, pour vraiment, finalement expliquer le travail que vous faites. C'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies différentes, notamment chez Johnson. Vous avez des marques iconiques comme Canard, que tout le monde connaît, mais qui sont évidemment dans un milieu concurrentiel aujourd'hui, surtout dans un moment d'inflation où on imagine que les marques de distributeurs aujourd'hui vous concurrencent beaucoup. Puis vous avez aussi les lancements de produits. Je crois que tu voulais nous en parler, Maryse, d'un des lancements de produits que vous avez fait là-dessus. Et là où effectivement le retail média, vous êtes allé effectivement chercher finalement du branding d'abord. Donc peut-être tu peux nous en parler, c'était aromathérapie, c'est ça? Oui, en fait, pour revenir juste sur ton exemple que tu prenais sur la marque Canard, en fait, Canard par exemple, on a c'est une marque avec une notoriété qui est établie. Donc effectivement, on ne va pas du tout avoir les mêmes enjeux sur Canard que sur un lancement de gamme de produits comme Aroma. Sur Aroma, en fait, pour tout lancement de gamme de produits, on va chercher à développer la notoriété, à créer de l'intérêt, susciter l'engagement des consommateurs. On va vraiment vouloir avoir une présence forte et impactante partout. Tout ça, à la fin, pour déclencher l'acte d'achat. Tu parlais de la stratégie From Media to Cart, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le consommateur là où il est. Donc, c'est-à-dire derrière son écran de télévision, avoir un même message depuis son poste de télé jusqu'à le magasin. Donc, ça va passer par quand il est derrière son ordinateur en train de faire du shopping en ligne, quand il est sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, et après relayer, en fait, l'accompagner jusqu'au point de vente, que ce soit en physique ou en ligne. Pour tout ça, encore une fois, déclencher l'acte d'achat. Et là, sur aromathérapie, c'est une réussite. Quel résultat on attend finalement? On en parlera, hein, notamment de la mesure aujourd'hui qui va être le driver du succès, puisque le retail média, c'est pas seulement un buzzword. Derrière, il faut aussi se structurer le marché, structurer une mesure et structurer une mesure d'efficacité aujourd'hui. Comment vous l'utilisez ça chez St. Johnson? En fait, selon les campagnes, on ne va pas avoir du coup les mêmes objectifs et les mêmes KPI après définis derrière. Une bonne activation, la meilleure activation, ça va être celle qui répond au brief donné, donc c'est-à-dire à quel objectif qu'on s'est fixé, chez le bon client, avec la bonne disponibilité des produits, chose très importante, et du coup à la fin les bons KPI. Donc sur Aroma, effectivement, on avait un objectif plutôt de notoriété et de recrutement des consommateurs. Et ça, c'était en année 1. Et par exemple, en année 2, les consommateurs recrutés, c'était les transformer en consommateurs loyaux, donc du coup d'augmenter la loyauté, la fidélisation, etc. Et oui, effectivement, grâce à OMG, on a eu des super campagnes sur Aroma. On en reparlera du ROAS, parce que c'est ça qui est regardé, mais pas seulement hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, et du coup, si je peux rebondir, je trouve que c'est aussi une des complexités de ce métier. Tu parlais de la disponibilité des produits. C'est pas du tout un élément dont on tient autant compte sur les autres médias, sur les autres points de contact. Là, il y a vraiment une corrélation directe entre le nombre de références qui sont affichées, la disponibilité de chacune de ces références et le succès de la campagne, notamment quand on va piloter à la rentabilité, au ROS. Mais du coup, effectivement, là, c'est un bon exemple, le lancement produit, puisque notre conviction aussi, c'est que le retail média, certes, on est dans un environnement transactionnel. Hein, on se parle de bannière quand l'internaute, quand le shopper a vraiment sa carte dans la main et est sur le point de réaliser son achat. Pour autant, on est dans un contexte transactionnel, mais le shopper reste sensible à des communications de marque. Donc on n'a pas pour vocation, pour prétention de construire une marque, une identité de marque sur ce point de contact. En revanche, on doit s'intégrer et à minima essayer de contribuer un petit peu aussi à ces enjeux de construction de marque, de lancement de produits, etc., même si on est bien sûr dans un environnement de transaction. Ça demande une organisation assez folle, notamment chez l'industriel, parce que finalement, quand toi, tu actives une stratégie e-retail média, on parlera d'ailleurs, c'est quoi l'activation idéale d'ailleurs, mais c'est surtout en termes d'organisation chez l'annonceur, chez l'industriel. C'est-à-dire que toi, tu décides, mais il faut que derrière, les magasins soient alimentés. Donc en fait, il y a une partie vraiment extrêmement industrielle, en fait, en se disant, est-ce que les produits sont fabriqués en quantité suffisante par rapport à ma prise de parole et sont disponibles dans suffisamment de magasins, parce que j'imagine que ça s'appelle un coup d'épée dans l'eau si on prend la parole sur un nouveau produit et que finalement les gens ne le trouvent pas ni sur les sites Drive, ni sur le e-commerce, ni dans le magasin. On a essayé de faire des campagnes sans produits à vendre. Et alors? Ça marche pas très bien. Mais oui, effectivement, en fait, ça nécessite vraiment une bonne synergie des équipes, que ce soit les équipes marketing, effectivement, sur toute la partie communication de marque, et après commercialisation, c'est-à-dire il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a à la fois
la relation avec le client, l'état d'avancement des négociations, et après, effectivement, ce que tu disais, c'est le référencement des produits, et puis après, la bonne disponibilité des produits, que ça soit de notre fait sur la production, ce que tu disais, et puis après... la mise en rayon dans les ouais, enseignes. Hein. Sur les enseignes, ou le l'approvisionnement, référencement, tout simplement. Le référencement sur les sites de Drive, qui des fois est négocié, et puis en fait, dans les faits, il y a une case qui n'a pas été cochée, et voilà. Ouais, il y a... Le produit n'est pas disponible. Je sais pas, un problème de transport, vous prenez une parole avec un énorme plan, et puis finalement, il y a une grève des camionneurs, et vous vous retrouvez à ne pas être livré. Comment on gère ça? C'est une crise permanente, j'imagine, ça, quand on lance un produit, ça? Alors, c'est ce qui s'est beaucoup passé l'année passée avec effectivement la raréfaction des transporteurs, des chauffeurs. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de coordination, de discussion. Et on a des super équipes logistiques qui ont réussi à condenser un peu les flux de marchandises à l'intérieur des camions pour minimiser le nombre de chauffeurs. Voilà, ouais, pour répondre à la question. Pour essayer finalement d'avoir une distribution assez homogène sur l'ensemble du territoire du produit. Puis j'imagine que si vraiment c'est pas possible, on décale. Et ça, c'est toute l'agilité de l'agence derrière. C'est un peu l'idée. Alors du coup, ce côté pluricasquette, un petit peu polyvalence, on est obligé de la répliquer dans nos équipes. C'est-à-dire qu'on va travailler, les personnes, les talents qui travaillent sur les sujets e-commerce au sein de l'agence, pour la plupart viennent du digital, mais ont aussi cette sensibilité business, cette compréhension de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie de la marque, de l'annonceur, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie du shopper. Effectivement, l'introduction sur la partie marque de distributeur, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, et il faut avoir la compréhension de ces enjeux aussi, les enjeux des relations commerciales entre les enseignes et les annonceurs, donc on doit en tenir compte. Et on ne peut pas juste réfléchir en silo, en fait, élaborer notre plan média en silo. On est obligé de travailler avec les équipes de Maryse pour avoir une vision sur le plan de tract, par exemple, sur l'état des négociations, encore une fois. Et on doit savoir s'interfacer avec tous ces interlocuteurs, les équipes trade, les équipes médias, nos collègues, bien sûr, qui opèrent la télé, qui opèrent la presse, l'affichage à côté. Donc s'interfacer avec toutes ces différentes personnes, ces différents métiers et expertises, pour s'assurer qu'on s'intègre au mieux et bien connaître les différents vocabulaires, les différents enjeux de chacune de ces équipes. Donc ça demande vraiment de s'adapter en qualité, en fait, à qu'est-ce qu'on raconte à qui, et effectivement d'avoir cette agilité sur, finalement on n'a pas de produit, donc il faut couper la campagne, qu'est-ce qu'on peut faire à la place, et finalement telle enseigne a stocké davantage, donc on a des opportunités, on peut faire davantage de choses, donc c'est pas la crise en permanence, on est un petit peu structuré pour, quand même, c'est un petit peu notre métier. Il n'y a pas des grèves en permanence non plus. On essaie de bien se préparer quand même en avance pour avoir des bonnes campagnes, pas avoir géré des situations de crise. Un petit peu d'anticipation. Et puis en bout de chaîne, il y a effectivement la délivrance de la campagne, d'avoir la bonne couverture, les bons volumes d'impression, surtout dans un marché qui se complexifie du retail média, mais des médias traditionnels de façon générale, on en parle assez souvent, des médias digitaux, etc. Justement, comment on arrive justement à arriver, alors c'est votre métier, d'arriver en bout de chaîne et finalement d'avoir le bon volume d'impression à la fin, parce que si le produit est dispo, que la stratégie est top, mais que derrière on n'a pas la bonne délivrance, pas la bonne couverture et que finalement personne ne voit la campagne, c'est un problème. Alors effectivement, on est assez peu plateformisé en retail média en France pour l'instant. C'est de l'huile de coude, comme on dit. Pour l'instant, voilà, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent tous les jours sur les campagnes. Sur le trading, voilà. Donc on travaille main dans la main avec les partenaires, on fait des points régulièrement, donc effectivement c'est notre métier d'agence que d'échanger avec nos partenaires, avec les régies des enseignes pour faire des points très réguliers et anticiper si problème il y a, réaliser des optimisations. Alors, en fil rouge, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas encore accès, on ne peut pas être tradé directement. Mais on travaille, du coup, encore une fois, main dans la main avec les partenaires pour anticiper. On travaille très bien avec nos annonceurs pour faire des points régulièrement et justement lever les lots avant qu'ils ne soient visibles. Et puis, il y a quand même des initiatives, je vois Florence et Mathieu d'Atagram qui sont là dans la salle aujourd'hui, avec des outils qui commencent à se mettre en place aussi et qui nous permettent d'avoir ce tiers un petit peu, qui nous permet d'harmoniser les données quand on les reçoit à la fin des campagnes. Ouais, mais pour l'instant, effectivement, c'est beaucoup d'huile de coude, de jus de cerveau et de fichiers Excel. Les indicateurs retail média idéal, Maryse, c'est quoi que tu regardes? C'est vraiment le ROAS, le retour sur les dépenses publicitaires. Est-ce que c'est la chose qu'on regarde en premier? Surtout qu'on sait, les groupes américains sont très demandeurs, j'imagine, de tous ces chiffres-là. C'est quoi que tu utilises aujourd'hui, toi, tes indicateurs, les idéaux, on va dire? Effectivement, il y a le ROAS. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en fonction vraiment de l'objectif de la campagne. On ne va pas regarder toujours le ROAS. Par exemple, sur une innovation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
L'important, ça va aussi être d'avoir une présence et de développer la notoriété et éveiller les consommateurs à l'existence de ce produit-là. Donc là, on va plutôt aller regarder le nombre de personnes qui ont été exposées à cette campagne, à ce produit. Forcément, on va regarder le taux de clic derrière. Et le ROAS, ça va plutôt être sur des campagnes où on veut aller chercher de la conversion. Donc vraiment, en fonction de chaque type de campagne, on va regarder des indicateurs différents. On les regarde tous et ils sont plus ou moins importants en fonction de l'objectif de la campagne. On en parlera tout à l'heure. Et toi, du côté Transact, aujourd'hui, c'est quoi les indicateurs que vous utilisez? Alors, on va pas spoiler ce qui va être dit tout à l'heure. Non, bien sûr. En fait, on va vraiment avoir la réflexion en amont de quel est l'objectif de cette campagne, où en est le produit dans son cycle de vie, quel est l'assortiment. Donc, effectivement, aromathérapie, on était en lancement, donc il y avait un objectif de faire connaître, de faire voir, d'engager les audiences avec nos médias qui parlaient de ce produit. Quand on est sur des produits du type la Blue Box Barilla, là on est sur un produit qui est archi connu, très populaire, donc on ne va pas aller évangéliser les shoppers sur la marque Barilla et son expertise sur ce produit, on va plutôt aller capter de la conversion et saisir les opportunités. Quand on est en relancement, je pense à une autre marque laquelle on travaille, Lipton Yellow Label, vous savez, le petit sachet de thé jaune, qui a été rebrandé il y a 1 an et demi. Donc là, pareil, on ne va pas créer la marque. En revanche, il faut se faire voir et réexpliquer, faire de la pédagogie. Donc on va chercher les emplacements qui vont nous permettre d'expliquer ce produit et de raccourcir le chemin à la conversion quand même. Oui, parce que le ROAS n'est jamais très loin, effectivement, mais on joue avec les emplacements et les formats pour cocher d'autres cases aussi. Finalement, c'est un peu une lapalissade, c'est-à-dire écouter les objectifs initiaux, en fait, et qui finalement sont les mêmes que dans n'importe quelle stratégie de médias publicitaires. Le retail média, c'est un média. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très cohérentes et très logiques et très similaires à ce qu'on fait sur les autres médias. Dans l'exécution, on va aller chercher des compétences qui sont un petit peu plus différentes, on va avoir une sensibilité un petit peu plus différente. On parle de l'ADN, par exemple, de la disponibilité des produits, de la taille de l'assortiment, des relations avec les enseignes, des relations commerciales. C'est des choses qui viennent en plus, mais sur la définition des indicateurs, définition des objectifs, effectivement, c'est un média. Et donc, en tant qu'agence média, on est plutôt à l'aise avec le fait de jongler avec ces différents objectifs et indicateurs au sein d'une même campagne. Pour toi, Maryse, c'est quoi l'activation idéale en retail média, on va dire? Alors, pour un produit comme ceux de SN Johnson, c'est-à-dire ce n'est pas des produits food, on va dire, mais finalement, est-ce que ça se travaille différemment, en fait? Si demain, tu travailles pour Ferrero ou pour Pepsi, est-ce que les choses seraient différentes, en fait? Ça revient un peu à l'objectif de la marque. En fait, ce que disait Virginie, c'est si je suis une marque ultra connue comme Coca, je vais plutôt aller chercher de la conversion. Si je suis aromathérapie, je vais plutôt aller chercher du recrutement. Donc la meilleure activation, c'est celle qui répond le mieux aux objectifs. Peut-être que ce qui est différent entre le food et le non-food, c'est aussi le degré de rotation des produits. Ouais. Encore que sur le food, si on parle d'alcoolier et de spiritueux, on est sur des rotations un peu plus longues. Donc on va peut-être avoir On aura un exemple tout à l'heure. C'est ça, ce degré de... cette notion de temporalité qui va varier. Donc on sait que des produits canards, on n'en achète pas une fois par semaine, versus la Blue Box qui va avoir une récurrence un peu plus proche. Et donc nous, on adapte effectivement nos stratégies, les temporalités des campagnes par rapport à ce mode de consommation du consommateur. Encore une fois, on en revient au consommateur et qu'est-ce qu'il achète et comment. On va terminer. Dans ton scope, il y a la RSE également. Comment on utilise finalement le levier du retail média pour faire passer des messages, alors surtout sociétaux, en ce qui vous concerne, j'imagine? Alors sociétaux, oui. Beaucoup environnementaux aussi en ce moment, c'est quelque chose de très important. Le retail média va nous permettre de communiquer aux consommateurs tout ce qu'on fait de bien. Donc, moi, dans mon scope, j'ai à la fois de la communication en interne et en externe. En externe, ça va être à la fois auprès de nos clients, parce que c'est eux les premiers qui vont choisir de référencer nos produits et du coup de les mettre à disposition des consommateurs. Et du coup, ce e-retail média, ça va nous permettre de communiquer tout ce qu'on fait de bien auprès du consommateur, que ce soit sur le produit lui-même, c'est-à-dire sur la formulation du produit, mais également sur l'emballage, le packaging. Et on a des belles choses qui arrivent pour l'année à venir en e-retail média. Tu me disais que SN Johnson, ce n'était pas leur genre de faire du greenwashing, par exemple. Exactement. En fait, on est une entreprise américaine familiale qui fait plein de belles choses sur la RSE depuis très longtemps et qui ne veut pas communiquer, qui ne voulait pas communiquer parce qu'il y a un peu un culte du secret de cette entreprise.
On a réussi à expliquer l'importance de communiquer en externe pour savoir tout ce qu'on fait de bien. Et donc, du coup, petit à petit, on arrive à développer cette communication. Et effectivement, Fisk Johnson, donc, qui est le PDG de l'entreprise, refuse de faire du greenwashing, refuse de transformer un peu les choses et de les rendre un peu plus belles que ce qu'elles sont en réalité. Donc c'est toujours compliqué pour nous de savoir ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais voilà, on essaie vraiment de faire savoir tout ce qu'on fait de bien. Et notamment dans notre portefeuille de produits, il y a plein de choses qui sont bien. Et donc on va pouvoir faire des belles campagnes à venir. Eh ben merci à vous deux pour cette introduction.